Bonjour, je m'appelle Régine Benveniste et je vous propose de vous présenter très rapidement les situations de stress et de traumatisme face à la crise de la Covid-19 et ses impacts sur la santé et les soignants. Je suis médecin psychiatre en cabinet libéral avec une activité associative et une formation et un travail en éthique. Mon expérience s'est déroulée dans des domaines différents comme les troubles du comportement alimentaire, les douleurs et les maladies chroniques, la grande précarité avec la violence des deuils traumatiques, les violences conjugales faites aux femmes et aux enfants, la souffrance au travail et la souffrance des personnels médico-sociaux face aux décès violents ou en nombre. Ces vécus sont souvent des situations traumatiques, voire des stress post-traumatiques qui se succèdent quelquefois dans des histoires de vie. Je situerai mon exposé en 3 points. La souffrance des patients, avec le modèle de stress post-traumatique, puis la souffrance des soignants, pour conclure avec l'apport dans la relation de soins. La souffrance des patients, vous la connaissez. La souffrance des soignants, vous l'avez peut-être déjà approchée ou vécue. La posture dans la relation de soins, je l'aborderai dans le contexte actuel de la pandémie. En effet, la mort a fait irruption dans notre réalité et nos représentations sociales. Elle s'est imposée au quotidien, dans l'ordre du possible. Nous sommes toutes et tous mortels, et cette condition fonde une égalité dans la radicalité du vivant. Et pourtant, nos territoires d'inégalité révélés aussi par la pandémie nous ont conduits à répondre de la vulnérabilité augmentée de l'autre. Cette relation de soins, dans le partage des vulnérabilités, place la santé du côté d'une solidarité. La souffrance des patients. La souffrance des patients dans un contexte où tout le monde a été impacté devient la souffrance d'une population. Si l'atteinte par le virus, avec ses taux de morbidité et de mortalité a augmenté, les vécus traumatiques se sont répartis aussi en fonction des inégalités sociales, de genre, de santé, de mode de vie et des zones géographiques. Le stress et l'onde de choc traumatique se sont répandus telle une pandémie. Aujourd'hui, les consultations des soignants et des psychiatres en particulier découvrent de nouveaux syndromes post-Covid. Ils ont l'allure de syndromes post-traumatiques plus ou moins masqués, avec des capacités de résilience pouvant être rapides. D'autres fois, les signes entraînent des difficultés mineures ou majeures, mais sont plus insidieux, car ils ne sont pas mis en lien par la personne avec l'impact du contexte pandémie-confinement. La personne déconnecte l'association entre la cause et la conséquence, ce qui peut être un signe psychotraumatique de dissociation psychique. Pour d'autres personnes, l'atteinte est massive, avec des mémoires traumatiques plus anciennes qui se réveillent. Ces tableaux sont peut-être trop vite classés dans des pathologies purement psychiatriques. Une dernière catégorie concerne les personnes ayant vécu des réalités tragiques. Personnes isolées, porteuses de handicap, personnes âgées, dont la vulnérabilité oblige à la dépendance logistique et que le confinement a fragilisé ou que le Covid a stigmatisé en cibles à risque. Mais aussi toutes les personnes
que leur situation de vie exposée avec le confinement à des risques psychosociaux majeurs. Les prisonniers, les migrants, les sans-abri, les migrants mineurs non accompagnés, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, les femmes et les enfants exposés à la violence domestique, et les morts privés de rituels et de gestes d'humanité, et leurs proches, familles, amis, mais aussi soignants et accompagnants, confinés dans un interdit de deuil. Ces situations organisent des violences subies, visibles ou insidieuses, avec atteinte de la personne sur le plan psychologique et physiologique, et avec des traductions qui peuvent être sous forme de symptômes psychiatriques et ou somatiques. Comment le modèle du psychotraumatisme peut-il aider à approcher ces souffrances? Eh bien, le stress peut être positif ou négatif jusqu'à être toxique. Le syndrome de stress post-traumatique s'organise sous l'impact d'un choc massif ou d'une suite de traumatismes multiples et répétés. Il peut aussi être vicariant, c'est-à-dire face à des proches ou d'autres personnes qui sont touchées. Le deuil, lui, vécu dans une situation traumatique partagée par les endeuillés, peut s'organiser en deuil post-traumatique. Et dans les situations où le deuil se trouve comme interdit, par privation ou par oubli des gestes d'humanité, la violence peut toucher au-delà de la vie jusqu'à une atteinte identitaire de l'individuel au collectif. En pratique, un danger ou sa menace produit du stress. La peur subit la violence et l'emprise à la différence de la crainte qui permet encore de penser des stratégies de défense. La peur n'est pas toujours ressentie de façon consciente. Tous les fonctionnements qui jouent sur cette peur, visible ou enfouie, sont de nature violente et organisent une emprise. Nous les connaissons sous la forme de la menace, de la culpabilisation, mais ils peuvent être aussi dans la soumission à l'incertitude, à la surresponsabilisation, l'absence de remise en question, la victimisation, le déni d'altérité, ou toute relation verticale de domination, qu'elle soit situationnelle, structurelle, individuelle ou institutionnelle. Les stratégies thérapeutiques passent par identifier et repérer les facteurs qui organisent le pouvoir traumatique avec le stress, globalement, comment on fait peur à l'autre, sécuriser en sortant de l'exposition, ou à défaut quand ce n'est pas possible, en réduisant un espace de l'agir et de la pensée où le sujet peut reprendre sa puissance d'exister et son estime de soi. Il s'agit aussi de mettre en lien les stimulations qui peuvent réveiller une mémoire traumatique, d'identifier la dissociation psychique post-traumatique et son effet anesthésiant afin de proposer d'autres stratégies pour diminuer la douleur ressentie. Il s'agit encore de reconnecter aux cognitions et aux ressources du cortex et de retrouver la propriété de ces émotions en les sortant de l'emprise. S'appuyer sur des émotions décontaminées avec la reconnexion au cortex permet de refaire circuler ces intelligences émotionnelles, cognitives et intellectuelles.
Et qu'en est-il de la souffrance des soignants? Le monde a été ébranlé et les soignants, dont les médecins généralistes, se sont retrouvés engagés pour la vie avec la menace de la mort que fait peser une épidémie et qu'amplifie des pénuries. Les soignants rejoignent les travailleurs sociaux et les autres travailleurs et acteurs de terrain qui ont été exposés au risque de contamination et aussi au stress pour eux et leurs proches. Pour certains, la confrontation au rythme des urgences, aux souffrances ou à la mort en nombre, à la fatigue jusqu'à l'épuisement, les a entraînés vers des manifestations du type du burn-out. Pour d'autres, les incertitudes, les incohérences et flottements avec des structures désarticulées et des fonctionnements dégradés les ont confrontés à la lassitude, au sentiment d'inefficacité, voire de culpabilité, et à la difficulté de prendre leur place d'acteurs dans la chaîne de solidarité. Cette expérience récente nous souligne les complications médicales et les risques psychosociaux liés au travail et au confinement, ou à une crise sanitaire ou économique. Le travail des soignants se trouve de plus en plus en interdépendance avec les situations que vivent leurs patients et ils sont impactés comme le reste de la population. La solidarité ne se construit pas à l'épreuve de la peur, d'une maladie ou d'une menace, mais par la reconnaissance de l'autre et de ses différences. Face au tragique, au-delà des chiffres et des pénuries, la résistance d'un individu ou d'une population en vulnérabilité se fonde sur la reconnaissance de son préjudice et de ses droits. Nous pouvons en effet discuter de choses très complexes et les mettre en normes froides, chiffres, tableaux, catégories et autres. Ces normes froides excluent de nos représentations tout ce qui n'a pas été mesuré. Certes, ces mesures sont essentielles pour rapprocher et modéliser les situations, mais elles produisent des normes sans sensibilité qui impactent nos émotions et influencent notre système de pensée. Ces repères, pour faire sens, nécessitent de s'appuyer aussi sur un langage émotionnel, au risque d'évacuer, au profit de critères d'efficacité et de contrôle, le fonctionnement complexe du vivant. Les processus de reconnaissance de l'autre et de son chemin d'autonomisation passent par l'acceptation de nos interdépendances et de notre propre sentiment de vulnérabilité quand il nous traverse. La reconnaissance du soignant, quant à elle, ne peut pas se surjouer ou se sous-jouer sur des comportements valorisés ou déniés. La reconnaissance du médecin ou du soignant doit être pleine dans la reconnaissance de ses préjudices, ses capacités, son travail et ses droits. Ces processus de reconnaissance rejoignent ceux des travailleurs sociaux et des accompagnants. Toutes et tous ont droit à l'universalité des processus de reconnaissance de la personne et de ses droits. En conclusion, quels apports pour la relation de soins? La souffrance nous traverse, mais elle s'organise surtout autour du déni de reconnaissance de l'état de souffrance ou de préjudice, voire de victime. C'est par la prise en compte de ces états provoqués par un événement extérieur ou une situation structurelle que s'opère la reconnaissance de la personne elle-même, de ses capacités et de leur développement et de ses droits. De façon plus concrète,
Le malade n'est pas qu'une maladie et le médecin n'est pas qu'un technicien. La reconnaissance de sa propre vulnérabilité en partage dégage une posture plus horizontale et coopérative de la relation de soins. Le professionnel soignant puise aussi une force dans cette relation qui lui permet d'approcher la précarité radicale du vivant, comme le patient qui est traversé par l'expérience de la maladie. La pandémie ramène au premier plan notre nature de mortel. L'acceptation de cette réalité n'est pas un scoop pour l'humanité, mais elle offre aussi l'opportunité de reconnaissance mutuelle d'humanité chez l'autre et en soi, et de tisser des liens fédérateurs qui fondent le droit à nos solidarités. Nos solidarités, sans hiérarchisation ni domination, ont des vertus de construction de soi et du collectif. Elles accueillent nos croyances et nos préférences. En nous donnant la parole, elles nous permettent de penser et d'agir. Merci.